Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au deuxième volet de la trilogie de Qatsi de Godfrey Reggio. Celui-ci est intitulé Powakatsi, sorti en 1988. C'est un film produit, plus un placement de nom pour faire vendre le film, par Francis Ford Coppola et George Lucas. C'est le second volet de la trilogie des Qatsi. La traduction de son titre serait « Le faux magicien », celui qui vit aux dépens des autres. Une entité, une forme de vie qui consomme les forces vitales des autres pour continuer la sienne. C'est un film qui a coûté 4,2 millions de dollars. Il dure 1h39 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h39 ? C'est toujours la grande question concernant la trilogie des Qatsi. Que raconte-t-elle ? Que raconte cet épisode-ci ? Le film nous narre une transformation du tiers-monde par les pays développés. D'après IMDb, c'est une exploration des efforts des nations en développement et des effets de transition vers la modernisation sur eux. Le but, je pense, de ce documentaire, et même de l'art en général, c'est éventuellement de provoquer un choc, plus ou moins grand, et de créer une conscience des événements. La grande force de ce genre de film, c'est l'alliance entre les images et la musique. C'est le même principe que pour le premier. Je ne vais pas forcément vous refaire un peu les mêmes discours que pour le premier volet. Koyanis Qatsi présente un certain nombre d'éléments qui sont déclinés dans les épisodes suivants. Je vous invite donc aussi à voir la première critique de Koyanis Qatsi pour avoir quelque chose d'assez complet. Ici, je vais être beaucoup plus bref. On pourrait dire un peu rapidement que Koyanis Qatsi a été fait par les Américains, sur les Américains, pour les Américains. Avec cet épisode-ci, on voit que la vie est dure dans l'hémisphère sud. Et le deuxième semble vraiment répondre au premier volet. Comme j'ai lu dans un article, il s'agit de représenter la relation de l'humanité avec l'éternité, la conscience globale, la culture globale, ça existe, ça s'appelle la modernisation. Ce film laisse une trace de ce qu'est la modernisation, avant même qu'intervienne Internet, et la démence que ça a pu engendrer en termes de flux d'informations et de flux de culture. Que voyons-nous donc dans ce film ? Eh bien, c'est la beauté de la bête humaine, et non The Beauty of the Shining Beast, comme dans le premier volet. Ici, c'est la beauté de la bête humaine. On se concentre sur l'humain, et ça s'amorce dès le départ du film. On commence par une mine, la Serra Pelada. C'est une mine d'or du Brésil où nous voyons des personnes à perte de vue. Il y a un monde, c'est fou. Il a été dit que 100 000 personnes marchaient toute la journée à ciel ouvert. C'est un esclavage moderne. Ça me fait penser à l'image que veut montrer Nemo au professeur Aronnax dans 20 milieux sous les mers. À un moment, ils arrivent à terre et Nemo lui montre des gens qui sont en train de prendre des sacs et de les mettre dans un bateau. Et bien ici, c'est de la pure démence. Aujourd'hui, bien sûr, la mine étant abandonnée, mais l'excavation avait commencé dans les années 80. C'est une mine assez récente, donc ces images ne sont pas si éloignées que ça de notre temps, et c'est assez affolant de s'en rendre compte. On commence tout de suite avec des plans de misère, quoi. Toute la première séquence dans les mines est assez vertigineuse, elle dure très longtemps. On a une industrialisation dans le premier, et ici, c'est un peu l'opposé. On est dans la boue, dans les routes poussiéreuses. Toute la première séquence est quasiment en slow motion, jusqu'à un surdécoupage très dynamique qui nous crée un rapport entre les travailleurs, un troupeau, la roche et la lave. À un moment, ils transportent un de leurs congénères, un de leurs semblables au milieu des autres qui transportent leurs sacs. Donc il y a une non-distinction entre la marchandise et les corps, les cadavres. Enfin, cette séquence, elle est d'une puissance qui est monumentale. L'humain est transporté comme une marchandise, c'est quand même assez fort. Donc on commence avec une séquence qui est déchirante, violente, hypnotisante par la musique, pour après poser d'emblée, je dirais, l'enjeu qui va après descendre un petit peu pour quelque chose de plus calme. Le film, avec cette première séquence, nous montre que
on est plus tourné vers le corps dans la première partie. L'effort physique pour sa survie, mais aussi l'expérience du vivant, l'expérience culturelle du vivant. On montre les activités, labourer, la pêche, le lavage, ce qui donne au film un aspect plus organique et manuel que le premier volet Koyaanisqatsi. On montre beaucoup de distances parcourues à pied, comparé au flux des machines. On montre la liberté du corps en mouvement. Le film montre les traditions de vie et les croyances. Une présentation d'une variété très très bien retranscrite. Powakatsi me semble plus mystique et spirituel. C'est un film sur le courage, la ténacité de la population désavantagée, une population qui consomme moins vite leur technologie et est davantage en symbiose avec la nature. On montre par exemple, pour illustrer cette idée de symbiose, une maison qui est construite sur un barrage, et presque naturellement. La maison épouse la nature, la maison épouse l'environnement. Une impression de surplace semble être faite par le film au début, en tout cas, pendant un bon moment, parce que les peuples filmés ne cherchent pas forcément des évolutions comme beaucoup de pays dans l'hémisphère nord. Donc il y a, et c'est plutôt bien retranscrit, une sorte de flottement pendant le début du film parce que justement le pays, ses habitants stagnent dans leurs croyances, dans leurs activités et s'en portent très bien. Dans le montage, que ce soit conscient ou non, il y a cette idée de stagnation dans les activités et dans la vie de ces gens de l'hémisphère sud, qui est pour le coup, enfin en tout cas de ce que j'ai ressenti, et c'est extrêmement juste. Bien sûr c'est agaçant, parce qu'on ne voit pas d'action et on ne voit pas d'évolution, mais c'est peut-être le but aussi, pour nous montrer davantage la violence de l'évolution et finalement de l'arrivée de la technologie par la suite. Les métiers, les attitudes et les vies vont disparaître avec la globalisation et les produits qui arrivent en conserve. On a un plan où on a un train comme ça qui passe, mais le plan il n'en finit pas quoi. C'est le train qui arrive avec la promesse de la culture de l'hémisphère nord et tout d'un coup la vie s'accélère. On a le bombardement télévisuel de la publicité, des tâches qui ont été montrées avant manuelles, le fait de se déplacer, de laver, de pêcher, qui vont devenir automatiques. Le modèle de vie qui se suffit, qui est séduit par le progrès, le développement. Ils détruisent cette entité, ce modèle de vie. C'est désintégrer la vie, mais d'une autre façon. La drainer pour la remplacer par quelque chose d'autre. Donc un peu le faux magicien, c'est-à-dire presque l'alchimiste. C'est-à-dire on enlève, mais on le remplace en quelque chose qui est faux, en fait. Loin du réel, loin de la symbiose avec la nature. On montre ici l'impact du progrès. Les vêtements traditionnels font place aux vêtements créés industriellement. Et on a même une image où on a une surimpression de plusieurs plans pour montrer le va-et-vient des gens. Le terrain de la convivialité, des croyances, des attitudes traditionnelles est devenu un lieu de flux humain, sans aucune forme d'esprit communautaire. C'est un film aussi, de par ses thématiques, qui montre beaucoup le malheur, de l'indifférence, des enfants qui sont très vite en difficulté, qui doivent faire le boulot des adultes et des personnes âgées laissées à l'abandon. C'est un film qui date quand même de 88 et nous avons un témoignage du temps et de ce que Reggio sentait dans l'air et qu'il voulait absolument montrer, l'agitation des cultures. Dans le film, c'est plus l'aspect visuel qui est mis en avant pour séduire le spectateur et le faire adhérer à un propos. J'avais lu d'ailleurs qu'à ce niveau-là, le film était moins évident que son aîné. Alors, est-ce que c'est juste, on peut s'ennuyer et bâiller devant celui-là ? Ça, c'est vrai. Quand je l'ai revu, j'ai dû faire une pause à la moitié. Je vous le dis, j'avais dû faire une pause parce que je m'en étais un peu ennuyé, mais rétrospectivement, c'est un rythme qui correspond. C'est-à-dire que le film est plus stimulant intellectuellement qu'il est divertissant. Le film montre un monde plus vaste que celui qui est devant nous. Le deuxième film me donne l'impression d'aller plus clairement dans une direction. On va dire que Koyaanisqatsi, le premier volet, est une sorte d'œil de Dieu.
Le deuxième essaye d'épouser le regard humain, mais il n'y arrive pas. En tout cas, pas pendant tout le film. C'est une variation mineure sur le thème de l'aveuglement de l'homme sur sa propre évolution. Et dans cette perspective, le film glace le sang, de par l'aliénation, ne plus être soi-même, donc la progression dans une aliénation grandissante au fur et à mesure que la société humaine avance et devient de plus en plus rythmée, découpée. La symétrie est imposée, ne serait-ce que dans les structures de vie, tout simplement. L'enfant est balayé par la poussière du véhicule, une image tellement forte. Bon, certains disent que c'est romantisé, la pauvreté, ce qui est dans un sens vrai, mais c'est aussi marqué par des images fortes, le message. Il y a des conséquences négatives, mais aussi positives. L'architecture, les structures pour loger plus de monde, en tout cas d'une façon plus hygiénique, plus sécuritaire que si c'était simplement des bidonvilles. C'est quand même plus agréable d'avoir un mur bien solide autour de nous que d'avoir des espèces de tôles et des bouts de bois quoi, qui pourrissent avec la pluie. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir ça, mais aussi la scolarisation des enfants. Ça c'est aussi un point positif de ce qu'a sûrement apporté l'Occident. Alors bien sûr, scolarisation, on voit tout de suite que c'est aussi une scolarisation à l'occidental. Il y a des enfants qui s'en sont très bien sortis par rapport à ce que les gens de leur famille leur ont transmis. Sans forcément savoir lire et écrire, ils s'en sont très bien sortis par rapport aux activités qui étaient autour du village. Bien sûr, quand la modernisation, bon là on rentre dans des choses qui m'échappent un peu, mais je pense que quand la modernisation arrive, eh bien pour pas que les jeunes ou les enfants soient quand ils seront adultes dépassés par cette modernisation qui va s'installer là où ils sont, eh bien il faut qu'ils apprennent aussi, qu'ils jouent le jeu en fait. La scolarisation est un peu une forme de pré-standardisation quoi. On va préparer l'enfant à être standard pour répondre à cette espèce de masse culturelle et d'activité qui va rentrer dans leur pays, dans leur région, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Donc c'est assez vicieux en fait, ça nous fait croire qu'on doit absolument apprendre des choses pour être dans la vie, mais c'est la vie, cette vie moderne qui est arrivée chez eux sans crier gare, parce que voilà, c'est sûrement mieux de savoir lire et écrire que de connaître tous les bienfaits de toutes les plantes locales, quoi. Voilà, c'est le point de vue de l'occidental. Entre les lignes, on voit très bien ce qu'il voulait dire à ce niveau-là, hein, en termes de messages et de conséquences positives, mais qui sont aussi négatives, comme je vous le disais. La technologie, quant à elle, fait son chemin partout sur le globe, d'une façon ou d'une autre, hein. La mondialisation y est pour beaucoup dans ce fait. Le processus d'urbanisation fait perdre aux gens leur pays, mais aussi peut-être leur âme. Et on a un excellent exemple, c'est ce SDF qui reste comme ça dans la même pose tendue. Alors on ne sait pas s'il est vivant d'ailleurs, mais c'est une pose qui est assez horrible et on a autour de lui des gens qui passent comme ça presque invisibles. C'est bien sûr l'image superposée dont je vous parlais. Et on a aussi une autre image assez saisissante où on a une gamine d'un village qui conduit une charrette tirée par des animaux, hein, je crois que ce sont des ânes ou un truc comme ça, sur la route, parce qu'on a à côté son père qui est complètement défoncé, il est ivre, voilà, il est ivre parce qu'il a trop bu et il ne peut pas diriger le véhicule, voilà. C'est assez sinistre, c'est comme le premier. Comme le disait Première, le magazine de 1988, notre modèle de vie raté. Our failed way of life. Voilà, c'est comme ça qu'il le traduisait. C'est vrai qu'on n'en est pas loin. De ce point de vue, c'est vrai. Il y a une démence dont on s'est habitué, bien sûr, mais qui reste une démence ratée, parce qu'on court à toujours plus de fainéantise et on court un peu à notre destruction. Hein. C'est pas... La trilogie des Qatsi, c'est pas quelque chose de positif, hein. Ce n'est pas forcément ici que vous trouverez les solutions pour vous échapper du système, hein. C'est vraiment nous asséner que le système est mauvais, hein. Ça s'arrête là, hein. La question qu'on nous pose, c'est comment pouvons-nous vivre dans le monde et même comment pouvons-nous vivre avec le monde ? Roger Ebert, encore lui, que dit-il encore devant ce film ? Il parle de l'impression que le film passe son temps à s'apprêter à commencer. C'est vrai que c'est assez juste, ça me donnait aussi l'impression, jusqu'à la moitié du film, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait ce plan avec le train comme ça qui passe, avec des wagons qui n'en finissaient pas. C'est vrai qu'avant, j'attendais toujours qu'il commence vraiment.
C'est une suite et une continuation du premier. Il dit que Reggio semble penser que l'homme lui-même est une sorte de virus qui infecterait la planète et que nous profiterions mieux de la planète si nous n'étions pas là. C'est vrai, il se pose la question du message, au-delà du plus évident que l'homme tombe dans la pauvreté et le désespoir en emportant l'environnement avec lui. Il évoque la confusion que nous pouvons avoir entre ce message et ces très belles images pleines de vie. Où est-ce que ça va le mener ? Quelle conclusion va-t-il en tirer ? C'est soit on rééquilibre la balance, soit on va mourir, mais on ne sait pas dans combien de temps. À ce que j'ai entendu, de la part de Reggio, le film invite à sortir de soi, à voir un autre contexte. Pas de prôner un retour vers le passé, qu'on se comprenne bien. Le film ne glorifie pas la pauvreté, l'oppression ou la souffrance. Reggio dit qu'il y a plutôt des normes de vie différentes des nôtres. Et l'homogénéisation essaye d'imposer un modèle standard. Ce mode de vie, qui est pour moi l'avenir même du Sud, se retrouve aujourd'hui fragilisé. Et le pire, c'est qu'il arrive à être moralisateur, sans même l'utilisation de la voix off. Par, comme je vous le disais, un montage qui crée des rapports. Et bien sûr, l'environnement musical. Le film nous rappelle aussi ce qu'est le cinéma, ce qu'il peut faire en tant que médium, ses possibilités. Reggio a tourné un peu partout dans le monde, au Népal, en Égypte, en Inde, au Pérou, au Brésil, en Israël, au Kenya et à Hong Kong. Il y a un travail de la caméra portée pour donner une impression que beaucoup de choses ont été captées sur le moment. Mais je pense honnêtement qu'il y a quelques scènes qui sont préparées. Il y a dans le film, je crois plusieurs fois, des gros plans qui panotent sur des enfants. On essaye de rapprocher un peu cette technique des regards individuels dans le premier film, quand on a un travelling comme ça sur un personnage, sur un passant. Ici, les portraits d'enfants sont, filmés dans un mouvement en foule. La caméra ne coupe pas. On a aussi un moment, le gamin près de l'immense camion. Ça aussi, c'est un moment qui est mis en scène. Le réal lui avait demandé de revenir sur ses pas car il était trop près de la caméra. Donc, par moment, il y a une confusion entre la mise en scène et le capté réel, ce qui amène à des fois des transformations du réel. Donc il faut être aussi un petit peu conscient de ça. Ça donne l'impression que c'est capté comme ça sur l'instant, mais il y a un geste qui est modifié, qui est retravaillé par Reggio pour certains moments. Le problème avec ce film, c'est que Ron Fricke n'est plus le chef opérateur sur Powakatsi et malheureusement, c'est aussi un point noir du film, c'est que ça se sent. Les couleurs sont beaucoup moins étincelantes et il n'y a pas de performance, de haut fait cinématographique dans ce film. Il n'y a pas de défi technique, il n'y a pas de time-lapse ou d'accéléré. Si, il y en a, mais ils sont bien cachés, ils sont plus réduits. Par contre, il y a beaucoup de ralentis. Alors là, il n'y a pas de souci, il y en a. Les accélérés, j'en ai repéré vers la fin du film, bien sûr, pour donner l'impression de sensation de vitesse, de déplacement des tuyaux, une sensation de vitesse, un accéléré qui est assimilé à la folie des hommes, au rythme fou des hommes. Il y a des effets de surimpression, de plans, pour évoquer la surpopulation, la fixité des gens contre les gens en mouvement. Ça aussi, c'est une chose qui est assez parlante. Quand vous voyez le plan, il y a une personne fixe, c'est comme des fantômes en fait, c'est l'impression que ça donne au résultat final, des gens comme ça qui tournent autour de cette personne qui est fixe. La personne fixe est la plus vivante et la personne en mouvement est la plus insaisissable, la plus fantomatique. Nous avons aussi des images de télévision occidentale, des pubs, des journaux, des reportages. Donc ici, des images d'archives de ce qu'ils ont pu trouver, qui s'enchaînent dans une espèce de vague continue. Je vous parle souvent de flux. Eh bien ici, c'est vraiment un flux d'images comme nous sommes bombardés par les images. Eh bien ici, c'est un flux d'images qui nous est présenté avec l'arrivée occidentale. Le montage est vraisemblablement le même, pour plus de symbolique éventuellement. Les images et le son challenge notre intellect, puisqu'on doit essayer de les mettre en rapport. Ça passe aussi par la composition des différents plans. Et les effets de montage
Dans ce film, eh bien, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau pour le coup. C'est une fusion d'images, avec des images de pub, et tout d'un coup, on a du feu. Voilà, il y a dans certaines séquences des montages par effet de fusion d'images. Donc il y a deux images qui sont en une image. Ce n'est pas une surimpression, c'est encore quelque chose d'autre. Et ça crée une espèce de forme chaotique, d'hybridité, on pourrait presque dire malsaine, un déséquilibre chromatique et formel. Et je crois que l'idée aussi de Reggio, c'est de montrer que toute cette transformation et ce choc finalement culturel et économique crée une espèce de chaos, de brouillage de repères et finalement une descente dans les valeurs des individus puisqu'ils ne savent même plus qui ils sont, ce qui amène aux formes fantomatiques en surimpression, aux accélérés de lumière, où en fait nos formes que nous avons créées ne sont plus que des espèces de flambées de lumineuses comme ça sur les autoroutes dans le premier. Il y a une cohérence esthétique, même si dans celui-ci c'est beaucoup moins, on va dire, impressionnant. Quant à la musique de Philip Glass, eh bien, encore une fois, elle est hypnotique. Le thème principal du film, nous l'avons entendu dans ce Truman Show, là. Tin, 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 tin. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Les percussions et les instruments indigènes, africains, brésiliens, australiens, ont été utilisés pour essayer de coller à l'environnement ou au thème dépeint par le film. L'orchestre est du coup assez réduit. La musique m'évoque la volonté et le quotidien, la célébration de la vie modeste du tiers-monde. Alors l'équipe est allée dans l'hémisphère sud cette fois-ci, avec la musique de Glass en poche, déjà composée avant. Donc toujours une collaboration assez intense, un travail de 8 mois, de ce que j'ai lu. Et Philip Glass composa des musiques avant même que Reggio ne filme les images de la première scène dans les mines. Comme je vous le disais, il avait en poche cette musique, et il pouvait, on va dire, écouter cette musique en filmant les scènes, donc donner un rythme, avoir les valeurs de plan, et donc ça donne un côté assez, on va dire, festif aux scènes et même au film. Le contraste entre la musique et les images devient assez saisissant. Il s'est fait pour, bien entendu. Le montage de la musique est après monté sur les images filmées pour quelque chose de plus calibré, encore davantage. Déjà qu'il pouvait le calibrer par rapport au tournage, à ce qu'il pouvait ressentir. Quand on réunit les deux, eh bien on retravaille, on le resculpte, on va dire, l'idée de base qui était déjà très proche de ce qu'il ressentait avec la musique. Ensuite, on fusionne tout ça dans une espèce d'interdépendance de la musique et du visuel qui nous donne vraiment le morceau de la mine. C'est peut-être un des plus impressionnants dans le film. On a des sons directs aussi, en plus de la musique. C'est assez rare, mais ce sont des sons directs très discrets. L'eau, par exemple, bruit de l'eau. Quand je vous parlais de cette maison qui est carrément ancrée dans un arbre qui forme un petit barrage, puis on a une petite rivière et il y a de l'eau, d'un son d'eau, et on a aussi des sons un peu lointains des enfants. Donc on a du son de design, enfin c'est pas vraiment du design, mais du son capturé dans le film en plus de la musique. Alors que je crois me souvenir que dans Koeniskatsi, on avait peut-être un léger bruit de vent à un moment, mais autrement on n'avait aucun son direct. Donc là c'est plutôt rare et c'est plutôt une bonne chose de voir peut-être une légère évolution, parce que dans le suivant ça ne va vraiment pas être le cas. Nous avons bien sûr des scènes sur la circulation, le flux, c'est un thème cher quand même à Reggio au vu des 3 films. C'est une scène de circulation avec des transitions toujours par l'arrivée de voitures au premier plan. C'est assez spectaculaire d'avoir filmé et monté de cette façon. Donc en fait, la voiture fonctionne toujours par volée. La voiture passe devant la caméra et hop, on passe à un autre plan. Les humains sont entourés par les voitures, et c'est aussi ce que ça veut dire, ce type de montage. C'est que nous avons des voitures derrière les êtres humains, mais on en a aussi devant, donc ils sont entourés par le flux. Ils sont contrôlés par le flux. Ce n'est pas nous qui contrôlons le flux, hein. C'est le flux qui nous contrôle. On montre vraiment que le film a un regard qui évolue, qui se déplace. Encore une fois, Francis Ford Coppola et George Lucas ont porté le projet,
Mais finalement, Lucas a un peu fait le même job que Coppola pour le premier. Il a mis son nom pour plus de médiatisation du film. La médiatisation du film, eh bien, elle s'est faite aussi par une compagnie de distributeurs qui est connue quand même, malheureusement. Hein. C'est la Canon Film Distributors, donc qui est en 88, donc une société de distribution américaine. Alors, on parle quand même là de la Canon. Alors bon, je vous invite à regarder sur IMDb ce qu'ils ont distribué comme film. Donc C-A-2-N-O-N, la Canon. C'est pas forcément des films de haute qualité. Hein. Il y a beaucoup de films méga bas de gamme, hein. Vous savez, Ninja Warrior, enfin vous voyez des titres comme ça qui craignent vachement, et des trucs avec Chuck Norris, enfin vous voyez vraiment le bas de gamme des années 80. Mais à un moment il faut bien passer par là. Et ils se sont fait un petit film de prestige, hein, Powakatsi au passage. C'était très bien, comme quoi voilà, on a aussi des grandes inspirations, même si on distribue de la merde. En plus, ces films ne coûtaient pas cher, je pense que Powakatsi ne devait pas coûter cher aussi pour tout ce qui est le financement de la distribution du film. Il en résulte un film qui va au-delà du documentaire. Le film peut-être le plus contestable, mais je dirais peut-être le plus positif de la trilogie, même si ça se termine sur un constat un peu triste, mais franchement, comparé au troisième qui est d'une violence inouïe, et le premier qui se termine par une explosion de notre tentative de quitter notre terre, je crois que c'est celui-ci le plus positif. C'est aussi une saga tout public, hein, sauf le troisième peut-être. Hein. Le troisième, il faut vraiment être adulte pour comprendre ce qui se passe, parce que le troisième, il n'est pas horrible à voir, mais on comprend rien. Mais je vous parlerai du troisième bientôt. C'est un film universel. Je crois que c'est important de le rappeler aussi. On peut tous ressentir des choses devant ces films-là. C'est un film qui, même s'il n'y en a pas tant que ça, il célèbre la couleur. Plus précisément, il célèbre le rituel et le groupe et les traditions. C'est un film qui se démarque, même s'il y a quelques effets de style qui reviennent. Je veux dire que, dans un sens, Koyaanisqatsi n'était pas une copie de quoi que ce soit. Il y a eu des influences, mais il ne s'agissait pas d'une copie. Alors pourquoi le suivant serait une copie du premier ? Non. Powakatsi se démarque en recentrant un petit peu, en précisant son champ de regard par rapport au premier qui était vraiment très très large. Celui-ci se concentre davantage sur l'hémisphère sud, sur quelque chose de l'ordre d'un déclic de l'hémisphère nord qui est venu proposer ces technologies, son progrès au sud. Pour moi, peut-être c'est aussi celui qui m'a provoqué le moins de choses. J'ai mis beaucoup de temps à démarrer sur le film après la séquence de la mine, qui est quand même une séquence assez impressionnante. Et malheureusement, j'ai perdu beaucoup après l'avoir vu. Et je le regrette. Pour moi, ce sera un 14 sur 20. Je pense qu'il faudrait encore que je le revoie pour encore plus l'apprécier, mais celui-ci, même s'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, et après avoir fait tout un petit travail de rétrospectif et avoir vu des textes sur internet, je suis beaucoup plus à l'aise pour le comprendre. Mais quand il s'agit aussi de faire confiance à son regard de spectateur, eh bien j'ai été un petit peu ennuyé par le film, et ça joue aussi quant à la réception globale après tout ce travail. Donc il est quand même moins prenant, on va dire, que Koyaanisqatsi, mais il reste à voir, et c'est de toute façon un film beaucoup plus accessible que le troisième opus, parce que le troisième c'est vraiment un truc de fou, hein. On en parlera la prochaine fois, voilà, à suivre le dernier volet, Nakoekatsi, la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, elle est moins longue, et tant mieux, parce que ça aurait été pas logique d'avoir une vidéo plus longue que le premier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film, de la vidéo, des propos. N'hésitez vraiment pas, hein. Avec quand même un peu d'argumentation, parce que pour dire Koyaanisqatsi c'est trop de la balle, ouais, c'est bon. J'aurais souhaité peut-être quelque chose d'un peu plus
d'un peu plus long. Voilà, voilà. De toute façon, vous avez totalement le droit de rester muet, de rester dans la masse silencieuse. Mais je crois que c'est beaucoup plus amusant et c'est beaucoup plus, convivial de discuter ensemble que chacun dans son coin reste avec ses avis. Surtout si ce sont des avis qui vont contre le film, par exemple. Ça, ce serait très intéressant d'avoir des gens qui ont complètement rejeté le film. Voilà, je vous remercie d'avoir vu la vidéo, d'être abonné si ce n'est pas déjà fait, d'être abonné. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!